Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Et aujourd'hui, Serge a choisi de vous dire une tombe bien accueillante, c'est de Richard Hardwick. Notre ami, notre vieil ami, Alex Jessup nous a quittés après une longue vie consacrée au travail et à l'amour de sa famille, dit le pasteur de sa voix sonore. Dans le petit cimetière écrasé de soleil, Charlie Killian n'est pas très attentif. Il regarde à ses pieds, au fond du grand trou creusé dans la terre rouge, le cercueil en sapin du vieux cordonnier, tout simple, avec juste une croix en métal blanc sur le couvercle. Comme la fosse est profonde, se dit-il. Pourquoi se sont-ils donné la peine de creuser si profond? Il y aurait largement la place pour empiler là-dedans au moins 3 ou 4 cercueils. À ce moment, une idée fulgurante pénètre dans le cerveau de Charlie. C'est une sorte d'illumination, comme lorsqu'on allume une guirlande électrique sur un arbre de Noël. Voilà bien la cachette idéale pour un cadavre. Depuis si longtemps qu'il cherche une solution, il aura fallu que le vieux Jessup se donne la peine de mourir pour la lui suggérer. Le bonhomme aimerait avoir de la compagnie, c'est sûr. Il jette un coup d'œil à Mason Hove, son associé qui se trouve à quelques pas de lui. Mason fait une tête de circonstance, l'hypocrite, mais il se moque bien de cet homme qu'on enterre. Rien ne l'intéresse d'autre que son entreprise de bâtiment, les Maisons du Bonheur. Il y consacre tout son temps et y réinvestit systématiquement tous les bénéfices afin qu'elle devienne un jour la première de la région. C'est son rêve et son seul but. Pour l'atteindre, il s'impose un train de vie minable et a toujours refusé obstinément d'augmenter le ridicule salaire de son associé. Comme Charlie a une toute autre conception de l'existence, qu'il veut jouir pleinement des fruits de son travail, il a bien fallu trouver un arrangement, c'est-à-dire trafiquer quelque peu les comptes. Si bien que la situation est devenue impossible. La moindre petite recherche dans les livres pourrait lui être fatale. Charlie a peur d'être démasqué. Il croit sans cesse déceler chez Mason Hove une expression soupçonneuse ou une attitude bizarre qui pourrait signifier qu'il sait et qu'il va bientôt le confondre. La seule solution pour sortir de ce pétrin, eh bien, c'est d'assassiner Mason Hove. Charlie a élaboré un plan très astucieux, vraiment parfait, à un détail près. Le corps de cet empêcheur de tourner en rond ne doit pas être retrouvé et toutes les solutions qui se présentent habituellement à l'esprit quand on pense à un meurtre ne lui paraissent vraiment pas satisfaisantes. Enfin, c'est bien connu, les noyés remontent à la surface de l'eau, les chiens déterrent un os suspect et on retrouve toujours 1 ou 2 dents en or dans les cendres. C'est ce qui, jusqu'ici, l'a empêché de mettre son projet à exécution, l'obligeant à vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et voilà qu'il a trouvé la bonne méthode. À la porte du cimetière, il s'arrête pour attendre Mason Hove. Tout le monde doit pouvoir croire que les 2 associés sont toujours en bons termes. C'est très important. Quand Mason arrive, il dit sèchement à Charlie: « Je sais qu'il est déjà tard, mais je voudrais vous parler. Retournons au bureau, voulez-vous » ? « D'accord, Mason, je vous suis, » répond Charlie d'un ton qu'il s'applique à rendre anodin. Mais son cœur bat la chamade. Se peut-il que le moment tant redouté soit venu? Ce Saint-Lavare a-t-il découvert quelque chose de louche dans les comptes? Oh, après tout, tant mieux, se dit Charlie. Je vais enfin pouvoir agir. Il y aura quelques moments pénibles, c'est vrai, mais ensuite, je serai libéré pour toujours. L'immeuble où sont installés les bureaux de la société est à 500 mètres du cimetière et les 2 hommes s'y rendent à pied. Curieusement, pour 2 êtres si différents de caractère, ils se ressemblent.
Même silhouette un peu enveloppée, vêtue de costume aux couleurs discrètes, même teint un peu rouge dû aux nombreux séjours sur les chantiers. D'ailleurs, les clients les confondent souvent. Cependant, Mason Hove porte des lunettes cerclées de fer et une petite moustache, alors que Charlie Killian a toujours les yeux de ses 20 ans et est parfaitement glabre. En cours de route, Mason répond par monosyllabes aux efforts de conversation de Charlie. Cependant, lorsqu'il croise des personnes de connaissance, les deux associés sourient à l'unisson, donnant l'image d'une équipe soudée. Quand Mason et Charlie arrivent au bureau, il est 6 heures et la secrétaire, Miss Pritchard, est déjà partie. Charlie s'en félicite car la vieille fille manque singulièrement des qualités de discrétion qu'exige ordinairement sa fonction. Il a toujours veillé à ne pas provoquer de discussion en sa présence avec son associé. « Ce que j'ai à vous dire est très grave », commence Mason d'un ton solennel. Mason Hove, le sévère et austère associé de Charlie, se prépare-t-il à le confondre? Et si c'est le cas, ce dernier va-t-il mettre son projet de meurtre à exécution? Le regard de Charlie erre sur le dessus du bureau, puis se fixe sur un objet, un lourd cendrier en verre. Mentalement, il répète le geste qu'il va peut-être devoir exécuter tout à l'heure. Saisir le pavé translucide, lever le bras et frapper. Frapper. Je suis très étonné de constater que nos bénéfices n'augmentent pas plus que cela, dit Mason Hove. C'est très embêtant, car nous allons devoir acheter du nouveau matériel. Alors, je crois qu'il serait raisonnable que nous fassions quelques petits sacrifices. Par exemple, sur nos salaires. Charlie n'en croit pas ses oreilles. Ainsi, le vieux fou n'a rien découvert et mijote seulement de consacrer encore plus d'argent à sa chère société. Oh non, cette existence ne peut continuer. La peur perpétuelle, les astuces pour maquiller les livres de compte, les factures fictives. Non, 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 c'est impossible. Il faut que je me débarrasse définitivement de lui. Il se lève brusquement, saisit le cendrier et en frappe le crâne de son associé, exactement comme il vient de l'imaginer. Celui-ci n'a même pas le temps de se protéger ou de fuir. Simplement, ses yeux expriment une immense surprise, puis deviennent fixes, tandis que son buste se laisse aller en arrière sur le dossier du fauteuil. Il est mort. Charlie reste quelques secondes immobile, le cendrier sanglant à la main. Puis, une activité fébrile le saisit. D'abord, ne pas laisser de traces de sang. Il va laver le cendrier souillé sous le robinet du lavabo dans les toilettes, l'essuie soigneusement avec son mouchoir et revient le poser sur le bureau. Ensuite, il ouvre successivement tous les tiroirs du bureau de la secrétaire et trouve ce qu'il cherchait dans celui du bas, un sac en plastique. Les femmes gardent toujours ce genre d'accessoires en réserve pour parer à toute éventualité. Dans le cas présent, Charlie enfile le sac sur la tête de Mason et le resserre tant bien que mal autour de son cou avec du scotch. Inutile de se préoccuper des empreintes. Personne ne viendra les relever dans cette cachette inviolable. Reste à l'y transporter. Mais il ne pourra rien faire avant minuit. En attendant, Charlie traîne le cadavre jusqu'au placard à fourniture où il l'enferme à clé. On ne sait jamais, un impondérable pourrait survenir, comme par exemple le retour de la secrétaire venant chercher quelque chose qu'elle aurait oublié. Mieux vaut être prudent. Il jette un dernier coup d'œil sur le fauteuil où était assis son associé, mais n'y découvre aucune tache de sang, ni sur le tapis. Il quitte ensuite l'immeuble et monte dans sa voiture pour se rendre à son appartement. En chemin, il a soin de s'arrêter dans plusieurs bars où on le connaît bien et d'échanger quelques plaisanteries avec les consommateurs. Chez lui, il se prépare quelques sandwichs et les mange en regardant un match de baseball à la télévision. Vers 11h30, il descend dans sa cave chercher une pelle et une vieille toile cirée et les place dans le coffre de sa voiture. Puis, il se rend à nouveau au bureau.
la partie la plus délicate et aussi la plus périlleuse du travail commence. Dans l'immeuble, tout le monde dort et le quartier est désert, si bien que le transport du corps de Mason jusqu'à la voiture s'effectue sans encombre. Au cimetière, Charlie se gare sur le petit chemin qui longe le carré où est enterré le vieux Jessup. Puis, il éteint ses phares. Il fait très noir car la lune est cachée par des nuages. Charlie se dirige à vue de nez avec son sinistre fardeau à travers les tombes, sans trop de difficulté d'ailleurs, car depuis le temps qu'il habite cette ville, il a eu l'occasion de fréquenter le cimetière et sa topographie s'est peu à peu inscrite dans sa mémoire. Il arrive enfin près de la dernière demeure du vieux Jessup et pose le corps. La pierre tombale n'est pas encore placée, et sur la fosse emplie de terre, on a simplement déposé une couronne en perles de verre et quelques fleurs. Charlie les déplace, puis retourne chercher dans son coffre la pelle et la toile cirée. Il étale soigneusement cette dernière près de la tombe et commence à creuser. Méticuleusement, il place les pelletés qu'il retire sur la toile cirée. Ainsi, tout à l'heure, il remettra la totalité de la terre dans le trou et aucune trace de son passage ne pourra être décelée. Enfin, s'il y en a, elles n'attireront pas l'attention. Mais le travail est plus difficile qu'il ne se l'imaginait, car il a plu dans la soirée et la terre est lourde. Enfin, le bord de la fosse arrive à hauteur de sa taille. Charlie creuse encore une quinzaine de centimètres pour faire bonne mesure et sort du trou. Après y avoir jeté le corps de Mason Hove, qui fait un bruit mat en tombant sur la terre meuble, il commence à reboucher la fosse. Ensuite, il secoue la toile au-dessus et replace les fleurs et la couronne. C'est terminé. Mason a trouvé une sépulture. Se plaira-t-il en compagnie du vieux cordonnier? Bof! Il faudra bien qu'il s'en accommode. Charlie rentre chez lui, nettoie soigneusement le coffre de sa voiture, la pelle et la toile cirée. Rien n'est laissé au hasard. Ensuite, il se rend dans sa salle de bain et en ressort un quart d'heure plus tard, le visage transformé. Des lunettes cerclées de fer et une fausse moustache lui donnent une ressemblance certaine avec son associé. Il se félicite d'avoir acquis depuis longtemps ses accessoires, ce qui lui permet de ne pas être pris au dépourvu. À nouveau, il sort dans la nuit. Il est près de 5 heures du matin. L'aube commence à poindre. À la station, il prend le premier car pour Jacksonville. Dans cette ville, il se rend à l'aéroport et achète ostensiblement un billet d'avion pour Atlanta. Puis, discrètement cette fois, après avoir jeté lunettes et moustaches postiches, il prend le chemin du retour. La chance est vraiment avec lui, car il ne rencontre personne de connaissance, ni dans le car, ni en descendant à la station. Quand il arrive au bureau, vers 6 heures, la secrétaire ne s'interrompt même pas de taper pour le saluer et se contente d'un signe de tête. En constatant que ses deux patrons étaient absents ce matin, elle a dû tout naturellement penser qu'ils étaient allés visiter des chantiers, comme ils ont coutume de le faire très souvent. Charlie prend les livres de comptabilité et commence à les étudier en poussant de temps en temps quelques petites exclamations. Au bout d'un moment de ce manège, Miss Pritchard lui jette des coups d'œil, intriguée. « Un problème, monsieur Killian ?» finit-elle par demander. Je ne sais pas encore, » répond Charlie d'un air perplexe et hésitant. « Il faut voir, vérifier encore. » Puis, il recommence à compulser nerveusement ses livres. Peu de temps après, le téléphone sonne et la secrétaire décroche. « Hein? Non, je ne sais pas, non, je ne suis pas au courant, » dit-elle dans le combiné. « D'accord, je vous passe monsieur Killian. » Quand Charlie prend le combiné, il entend la voix de Joe, le garagiste, à l'autre bout du fil. « Dites donc, monsieur Killian, vous sauriez pas quand Mason Hove viendra reprendre sa voiture? Il me l'a laissé hier pour un graissage, il devait la reprendre ce matin et j'ai vu personne. Je voudrais bien qu'il m'en débarrasse. »« Oui, je comprends, » dit Charlie. « Mais je ne sais pas où il est. Je le croyais sur un chantier, mais sans sa voiture, c'est bizarre. »
Ah, vous inquiétez pas, mon vieux, le rassure le garagiste. Il a peut-être oublié de se réveiller ce matin, à moins qu'il y ait une autre explication toute simple. Charlie pousse un long soupir dans l'appareil. Oh, une explication toute simple? J'en vois une, dit-il d'une voix sibylline. J'en vois bien une. Mais qu'est-ce qu'il y a? Demande aussitôt Joe. Vous paraissez inquiet. Charlie l'interrompt. Excusez-moi, Joe, il faut que je raccroche. Je vous tiendrai au courant. À bientôt. Il pose le combiné et se tourne vers Miss Pritchard, qui n'a pas perdu une miette de la conversation et qui le regarde avec des yeux intrigués. Voudriez-vous appeler le numéro personnel de Monsieur Hove, s'il vous plaît? Demande-t-il. La secrétaire obéit aussitôt et laisse longtemps retentir la sonnerie avant de raccrocher. Elle ne dit pas un mot. Ses petits yeux interrogateurs vont du visage soucieux de son patron au livre de comptabilité qu'il continue de compulser. Miss Pritchard, je vais vous demander de vous rendre au domicile de Monsieur Hove, demande Charlie à nouveau. S'il ne répond pas, faites-vous ouvrir par la concierge. Monsieur Hove a peut-être eu un malaise, bien que... Charlie ne termine pas sa phrase et se replonge dans ses livres. La vieille fille se lève et sort. C'est le plus sûr moyen de répondre une nouvelle. Miss Pritchard ne va pas se priver de raconter à chaque personne rencontrée que Monsieur Killian vérifie les comptes et que Monsieur Hove a disparu. Dans peu de temps, toute la ville sera au courant. D'autant que de son côté, Joe le garagiste va parler de la voiture et de l'air bizarre de Killian au téléphone. Charlie décide d'attendre une demi-heure avant d'appeler Mac Carson, un expert comptable, pour lui dire qu'il a besoin de ses services pour vérifier les comptes de la société. Il se sent tendu comme un arc. L'effort qu'il fait pour ne commettre aucune faute le rend extrêmement nerveux. Mais il ne fait rien pour dissimuler cet état. Après tout, il est normal qu'un homme dans sa situation soit nerveux. Plus tard, Miss Pritchard téléphone pour annoncer qu'elle a trouvé l'appartement vide. D'une voix toute excitée, elle demande la permission de rentrer au bureau un peu plus tard cet après-midi, car elle a une course à faire. Charlie accepte avec l'air d'un homme qui a d'autres choses à penser. Mais il est ravi. Nul doute que la secrétaire va employer ce congé exceptionnel à jouer les gazettes locales. Pour le déjeuner, Charlie va prendre un sandwich au bar du coin, où il constate que le patron et le barman sont déjà au courant. « Alors, toujours pas de trace de Monsieur Hove ?» demande ce dernier. Charlie fait signe que non, et les deux hommes posent sur lui un regard compatissant. À 14h, il est de retour au bureau pour accueillir Mac Carson. Il lui indique sur les livres quelques anomalies qu'il a soigneusement choisies comme étant très criantes, afin que le fait qu'il les ait découvertes paraisse plausible. Intérieurement, Charlie se félicite de la subtilité avec laquelle il mène son affaire. L'expert comptable se met au travail et Charlie tourne autour de lui l'air désemparé, puis va à son bureau et ouvre un dossier, mais le referme très vite comme un homme qui ne parvient pas à se concentrer. Miss Pritchard arrive, la mine radieuse. Pour elle, toute cette histoire est une aubaine, car enfin il se passe quelque chose dans sa vie. Quand Mac Carson annonce qu'il y a bien eu, durant ces dernières années, des détournements importants, Charlie se prend la tête dans les mains. « Comment aurais-je pu imaginer ?» murmure-t-il. « Mason paraissait si strict, si honnête. Je ne perds pas seulement de l'argent dans l'affaire, mais aussi un homme que je considérais comme un ami. Mais que dois-je faire ?» demande Charlie d'un air désemparé. « Si j'étais vous, j'appellerais le shérif, » conseille Mac Carson. Vous avez déjà perdu assez de temps. Cet escroc est peut-être déjà à des milliers de kilomètres. Charlie approuve, l'air navré. Le lendemain, en fin d'après-midi, le shérif laisse tomber ses 90 kilos dans le fauteuil devant le bureau de Charlie. Comme d'habitude, sa respiration fait un bruit de locomotive. « Il fait chaud, n'est-ce pas ?» dit-il en essuyant son front en sueur. « Oui, oui, répond Charlie avec impatience. Et alors, vous avez trouvé quelque chose ?»
Le shérif prend le temps de remettre son mouchoir dans sa poche, puis annonce: il m'a tout l'air de s'être enfui, votre associé. J'ai fait circuler la photo que vous m'aviez donnée et l'employé de la station d'autobus l'a reconnue. Ce matin, de très bonne heure, Mason a pris le premier car pour Jacksonville. À cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de voyageurs. Il se remarque. Pour ce qui est de ce qu'il a fait là-bas, c'est moins certain. Mais un des employés de l'aéroport a dit qu'il est à peu près sûr de lui avoir vendu un billet pour Atlanta. Ça me paraît plausible. J'ai adressé un télégramme aux collègues de cette ville. Mais, à mon avis, pour le retrouver, ça va être coton. Charlie pressent que le shérif ne mettra pas beaucoup d'ardeur à retrouver Mason Hove. En effet, il n'est pas du genre opiniâtre, car traîner sa lourde carcasse use presque toute l'énergie dont il dispose. Le gardien de la loi s'extirpe avec difficulté de son fauteuil et se dirige vers la porte. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai du nouveau. Charlie est heureux, très heureux. Dans quelque temps, quand l'espoir de retrouver Mason s'amenuisera, il pourra racheter pour une bouchée de pain les parts de son associé indélicat et sera alors le seul maître à bord. À moi, la belle vie, pense-t-il. Le shérif a la main sur la poignée de la porte quand il se retourne. « Ah, par cette chaleur, dire qu'il faut encore que j'aille au cimetière !» se lamente-t-il. « Hein? Au cimetière ?» s'étonne Charlie. « Je n'ai pas entendu dire que quelqu'un était mort. »« Oh, c'est pas un enterrement !» explique le gros homme, « mais une exhumation. Figurez-vous qu'on a sans doute une empoisonneuse dans notre bonne ville. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession à celle-là. Oh là là, n'empêche qu'elle en était à son 7e mari. Oui, 7, vous entendez bien. C'est la famille du 4e qui s'est montrée curieuse de la manière dont son parent était mort. Et les experts ont trouvé qu'il était plein d'arsenic jusqu'aux orteils. Et qui est cette dame? Demande Charlie. La veuve Jessup, répond le shérif. Ah, croyez-vous, cette petite souris, elle cachait bien son jeu, hein? Étonnant, non? C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Et aujourd'hui donc, sous la plume de Richard Hardwick, une tombe bien accueillante.